Du festival Babel Minot, organisé par le Nomade Café, Ville et Musique du Monde, le Pôle Info Musique et le réseau Ramdam, réseau des musiques et jeunes publics qui nous accompagnent sur le contenu de ces rencontres pro, et l'appel à projet des spectacles à créer que nous accueillerons à 15 h à la suite de ces restitutions. Pour info, vous avez les bulletins d'adhésion dans les sacs. Le réseau Ramdam est associé à toutes les rencontres jeunes publics sur les territoires. Et la prochaine sur notre territoire aura lieu le 15 juillet lors du Festival d'Avignon, en partenariat avec la SACEM, sur la thématique de la dramaturgie dans le spectacle jeune public. Donc je voulais remercier tous les partenaires qui étaient là et un grand merci à l'AMI aussi qui nous accueille aujourd'hui dans ces locaux pour cette première édition dans ces locaux chez vous. Merci l'AMI. Un grand merci aussi aux partenaires que l'on accueillera les jours suivants. Je pense à la SACEM, au JMF, à la FMIDT et au PAM pour les acteurs des musiques actuelles de notre territoire. Un grand merci à vous pour le travail effectué ce matin et à nos modérateurs qui ont permis de rédiger les restitutions qu'on va pouvoir vous donner maintenant. Donc pour commencer cet après-midi, avant les restitutions des ateliers, il nous semblait important de vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'est ce festival Babel Minot. Le Babel Minot sont ses rencontres pro, ça vous connaissez, mais c'est aussi les 32 représentations sur le territoire du 11 au 22, dans 19 compagnies accueillies, 14 lieux, et puis un projet qui est surtout moins visible pour vous tous, c'est le projet de la Cité des Minots, projet de AC, que Lucille va vous présenter maintenant pour commencer cet après-midi. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Lucille, responsable des actions culturelles au Nomade Café. Donc nous, on a deux actions culturelles. Il y en a une qui s'appelle la Fabrique à chansons et l'autre la Cité des Minots. Alors la Fabrique à chansons, c'est une action qui est menée avec la SACEM et qui permet à une classe d'écrire, de composer et de se produire sur scène aux côtés d'un artiste. Donc cette année, ça a été fait avec Iraka, qui est juste là derrière, et qui a donc fait des ateliers avec les enfants, qui a écrit avec eux, enfin qui leur a fait des petits ateliers d'écriture, et qui les a aidés un peu dans la composition, et qui les a aidés à se préparer sur scène pour le concert de restitution, qui aura lieu lundi 16 mars. Vous êtes tous d'ailleurs conviés. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous dire si vous voulez voir un peu le résultat de ce travail. Voilà, cette année, on a ajouté quelque chose à la Fabrique à chansons. C'est qu'on a voulu que les enfants aussi découvrent le studio, l'enregistrement. Donc on les a fait venir dans notre salle, donc le Nomade Café, pour enregistrer leurs chansons. Voilà, c'était le petit plus de cette année. Et il y a aussi un clip qui va être fait à la suite de la restitution. Donc voilà pour le premier projet. Le deuxième projet, ça s'appelle La Cité des Minots. Donc en fait, on a voulu recréer le projet qui est fait dans le cadre de Ville des Musiques du Monde et qui s'appelle La Cité des Marmots, et donc de le faire à Marseille, d'exporter ça à Marseille. Et donc le principe, il rejoint un peu celui de la Fabrique à chansons. Il permet à plusieurs classes de rencontrer un artiste, de découvrir un peu sa vie, son œuvre musicale, d'avoir un temps d'échange avec lui, et ensuite d'apprendre son répertoire et de se produire à ses côtés. Donc en fait, on a une réelle passerelle, c'est-à-dire que l'année dernière, c'est Moussa Hakim qui a travaillé avec les enfants. Et enfin, l'année d'avant, c'était Moussa Hakim, il y a 2 ans, c'était Moussa Hakim. Et ils sont allés donc à Ville des Musiques du Monde, et même chose avec HK et les Saltimbanques qui l'ont fait d'abord à Marseille, puis à Ville des Musiques du Monde. Et cette année, René Lacaille, donc Ville des Musiques du Monde, c'est en Seine-Saint-Denis. Donc René Lacaille qui est allé en Seine-Saint-Denis, et qui donc a fait le projet maintenant cette année à Marseille. Donc c'est un projet qu'on mène avec l'Éducation nationale, c'est-à-dire que on lance un appel à candidature auprès des écoles. Ensuite, nous, on les choisit avec l'Éducation nationale. Donc ça nous permet de sélectionner des instituts motivés, mais aussi de sélectionner des classes qui ont peu d'actions culturelles et qui en nécessitent. C'est-à-dire que nous, on n'est que sur des écoles REP+, avec des classes Ulysse et des classes allophones. Donc notre objectif, c'est vraiment de favoriser les enfants qui ont peut-être plus de difficultés à s'intégrer. Voilà. Donc en fait, ce projet, il est aussi fait avec une musicienne intervenante. C'est-à-dire qu'il y a une première rencontre
avec donc René Lacaille, et ensuite plusieurs ateliers avec la musicienne intervenante qui, elle, leur apprend à gérer leur souffle, à apprendre le rythme, à apprendre les chansons. Et ils ont aussi donc un petit livret qui leur permet tout au long de l'année d'écrire leurs ressentis, mais aussi d'avoir des petites fiches sur la Réunion, la culture réunionnaise, la géographie, des petits exercices, etc. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre but, c'est pas que les enfants chantent magnifiquement bien, même si on est content s'ils apprennent à chanter. Mais notre objectif principal, c'est de renforcer les liens entre les enfants, mais aussi entre enfants et enseignants, et entre enseignants et parents. Puisqu'à la fin, donc on a un concert de restitution, donc on en a 2 cette année, le samedi 21 et le dimanche 22 mars. Donc je vous convie tous aussi à y assister. Ça va se passer à 16h. Vous pouvez venir me voir si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez y participer. Et donc l'objectif, c'est vraiment que l'enfant soit à la fois donc, dans un rôle d'apprentissage, mais aussi dans un rôle d'acteur, vraiment d'artiste, puisqu'il va se produire sur scène aux côtés des artistes devant tous les parents. Donc voilà. Et aussi un rôle de spectateur, puisque toutes les classes peuvent assister à un des spectacles du Babel Milo. Donc voilà, c'est les 2 actions qu'on mène. J'espère ne rien avoir oublié dans mon explication. Juste petite chose, voilà, nous on mène ce projet cette année dans 21 classes. On espère faire grandir ça encore davantage et permettre à encore plus de classes d'y participer, puisqu'on a dû refuser pas mal d'écoles. Et on espère avoir davantage de financement pour notamment avoir un scénographe, ce qu'on n'a pas cette année, et puis pour leur permettre d'avoir d'autres ressources pédagogiques autres que le carnet, de pouvoir aussi avoir des cours de MAO, de rencontrer d'autres acteurs du secteur de la musique. Voilà pour la petite présentation des actions culturelles. Merci. Donc on va pouvoir passer aux restitutions des prototypages de ce matin. Du coup, pour rappel, ces prototypes... bien grand mot. Ces prototypes vous appartiennent. Ils ont été pensés ensemble. Et pour exemple, je pourrais vous citer, l'an dernier, on avait travaillé sur la question de qu'est-ce que serait une salle idéale pour le jeune public. Et ces travaux ont servi de base pour le nomade associé au moulin à imaginer le projet qu'ils vont mettre en place pour avoir une salle dédiée aux musiques actuelles et au spectacle jeune public, travailler sur la diffusion, la création, l'EAC, etc., etc., tout ce qui va entourer le monde du secteur jeune public. Peut-être avant de vous donner la parole pour les restitutions, un petit rappel du programme de cet après-midi. Les modérateurs vont restituer ce qui s'est dit dans les ateliers, puis ensuite on accueillera Tolten pour un croquis sonore de ce qui s'est passé sur l'ensemble de la matinée. Et puis ensuite, on passera à l'appel à projet du réseau Ramdam. Nous aurons une petite pause avant de pouvoir profiter d'une maquette du spectacle Living Stone, Paris-Raqqa, pardon. Et ensuite, on finira par un moment convivial avec un showcase de la Nose. J'espère que ça vous convient. Donc je vais passer la parole au modérateur. On va commencer par l'éveil artistique et culturel. Églantine, tu as la parole. Bonjour. Donc moi je me présente, je suis Églantine Rivière, directrice artistique de la compagnie Madame Blue, compagnie marseillaise qui crée des spectacles musicaux jeune public et des actions aussi dans les milieux hospitaliers. Je suis artiste, musicienne et comédienne et artiste intervenante en milieu hospitalier depuis 12 ans. Je connais bien les enfants de tous les âges et notamment les petits. Et je suis en phase de production pour un spectacle très jeune public qui s'adressera aux enfants à partir de 2 ans, création en septembre 2021, qui s'appellera Les Deux Oiseaux. Voilà, donc moi j'étais accompagnée d'Éric Fagnot, qui est juste là. Et on s'est penché sur la question du rapport de Sophie Marinopoulos sur la question de l'éveil culturel et artistique dans le lien enfant-parent.
Donc c'est un rapport qui a été commandité par le ministère de la Culture et qui fait un état des lieux de comment ça se passe pour les très jeunes enfants, de 0 à 3 ans et même avant la naissance, dans la transmission de la culture, dans le lien enfant-parent, dans l'état de santé culturelle. Elle parle de malnutrition culturelle, elle parle d'une société où tout va très vite et où la consommation est reine et l'écran est omniprésent. Et du coup, elle réfléchit avec tous les acteurs culturels et tous les acteurs de la petite enfance qu'elle a interviewés à des prérogatives, des propositions à soumettre au ministère, aux différents ministères qu'elle aimerait voir d'ailleurs se rejoindre pour travailler ensemble à une santé culturelle qui fasse partie autant que la santé physique du petit enfant. Donc on a eu 3 groupes ce matin. Le premier groupe, on a fait un peu un état des lieux en effet de qu'est-ce que c'est pour nous travailler pour les très jeunes enfants, quels sont les écueils un petit peu. Donc ce qui est ressorti, c'est qu'il y a très peu de reconnaissance aujourd'hui encore de cette tranche d'âge et c'est pas évident pour tout le monde de travailler pour les très jeunes enfants. Donc il apparaît quand même qu'il y a de plus en plus de choses, de plus en plus de progrès, de plus en plus de lieux qui s'ouvrent à ça, qui ont la volonté d'eux, qui savent pas vraiment comment faire encore. On s'est dit que c'était important de se mettre en réseau, justement pour que les acteurs, que les artistes, que les lieux, que tout le monde puisse être ensemble, avoir une intelligence collective justement pour faire concerner les politiques et dessiner une vraie volonté culturelle. Voilà. Sur le deuxième groupe, on est allé un petit peu plus dans le concret. Donc on s'est dit justement, bon alors ok, imaginons par exemple un spectacle très jeune public dans une scène nationale. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors là, on a fait une liste très simple. Il faut déjà des toilettes adaptées pour qu'on puisse changer les bébés. Ça paraît tout bête, mais en fait, c'est essentiel. Sinon, on peut pas accueillir ce public-là. Les enfants, après, dans le dispositif, il faut réfléchir à des dispositifs scéniques qui soient vraiment adaptés pour cette tranche d'âge-là. Donc, il faut qu'ils se sentent libres dans leur corps, de bouger, de marcher, d'être sollicités au niveau sensitif. Ils connaissent pas du tout les contraintes, les codes, et c'est en ça que c'est intéressant aussi pour les artistes de travailler pour ce public-là parce qu'il n'y a pas de convention. Mais en même temps, voilà, ça implique aussi de réinterroger la notion de spectacle même. Il faut travailler sur l'horaire, il faut travailler sur la luminosité, bien sûr, pas de noir, pas de choses étranges. Il faut un garage à poussettes, par exemple. Il faut savoir transformer un peu son lieu, aménager des petites jauges, faire un endroit un peu cosy, savoir aménager la relation entre l'artiste, la salle et le public. Et on s'est même dit, à force de réfléchir à ça, que l'argument du très jeune public peut aussi être un atout pour ouvrir la diversité des publics finalement, parce que un parent qui va amener son enfant très jeune à voir un spectacle à la criée, peut-être il va avoir envie de revenir lui-même pour un autre spectacle auquel il n'aurait pas pensé. Et en plus, c'est un atout aussi pour faire reconnaître cette création-là très jeune public comme de la création à part entière justement, parce qu'elle peut aussi apparaître dans ces lieux-là et pas que dans les lieux d'accueil pour le jeune public. Du côté des créateurs, on a parlé de différentes expériences. Et du coup, on s'est dit qu'on touchait les enfants, mais aussi les adultes accompagnants, un peu comme dans le jeune public, mais en plus, parce qu'en crèche, c'est un enfant, c'est 2 enfants pour un adulte, voilà. Il faut adapter sa présence, bien sûr. Voilà, c'est là où on est parti sur oui, mais c'est quoi ? C'est une médiation, c'est un éveil, c'est un spectacle, c'est une expérience sensible. Il y a du lien, en effet, c'est très important le lien. À partir de quand ça fait spectacle Est-ce que c'est quand moi j'arrive dans un espace et que je m'incarne en tant que personnage ou voilà, tout ça, toutes ces notions-là, voilà, il n'y a pas les codes habituels du spectacle, donc c'est à nous de les réinterroger. Qu'est-ce qu'on s'est dit encore ? On s'est dit que
il fallait pour les artistes aussi avoir conscience des temporalités des lieux d'accueil, de leurs contraintes, qu'il fallait avoir une conviction bien sûr de la nécessité de ces actions et que les gens qui nous accueillent aussi en aient. Après, je pense aussi à nous de prendre soin du lien qu'il y a entre nous, les artistes, et les gens qui nous accueillent. Par exemple, pour le milieu hospitalier, savoir mettre en place des moments vraiment d'échange où on échange sur les enfants, sur le lieu, sur les conditions d'hygiène, etc., etc., pour que chacun puisse s'apprivoiser aussi, parce qu'il y a plein de professionnels de la petite enfance pour qui c'est pas du tout évident encore d'accueillir des artistes. Et voilà, il faut que chacun s'apprivoise, et je pense que l'artiste doit avoir aussi cette conscience-là. Et sur le troisième groupe, du coup, on est parti sur un cas très concret. Donc là, on a dit, ok, alors vous êtes une compagnie et on vous donne une commande. Donc on va faire, on vous demande de venir accompagner les rendez-vous de préparation à la naissance dans une maternité de façon artistique et culturelle. Donc une commande d'action artistique et culturelle. Donc on a mis en évidence qu'il fallait qu'il y ait une continuité entre le moment de pré-grossesse et la naissance et la toute petite enfance, qu'il fallait appréhender la maternité, qu'il fallait appréhender le lien entre parents-enfants justement, et autoriser à, c'est-à-dire tu portes un enfant, tu as une culture et tu peux t'autoriser aussi à lui transmettre. Et comment faire? Est-ce que c'est par la musique, par l'écriture, par l'art? Il y a plein de choses à explorer, et c'est là où la présence des artistes peut être vraiment intéressante. Pareil, il faut comprendre bien les enjeux du service, faire comprendre la démarche au personnel soignant, travailler sur quelque chose de fond, et pas seulement un one-shot, mais vraiment sur du long terme. On a parlé de la musique. On a dit, les enfants in utero réagissent beaucoup à la musique. En plus, on est dans le cadre de Babel Mino, donc on parle de la musique. Mais ça peut être très intéressant, en effet, de travailler sur de l'écoute musicale, un peu comme dans de l'autonomie, mais justement utiliser la musique comme un outil pour entrer en relation avec l'enfant in utero, et puis garder un lien, une trace après, pour pouvoir faire réécouter les musiques. Spontanément, il y a eu 2 mamans qui ont dit dans le groupe ah bah oui, moi je dis souvent à mon fils que quand il était dans mon ventre, j'écoutais de la musique classique et ça le faisait réagir. Voilà, c'est des liens comme ça qu'on s'est dit qu'ils pouvaient être utilisés pour travailler. Il y a eu aussi une idée de petits carnets édités avec des petites questions concrètes du genre qu'est-ce que je ressens en t'attendant, qu'est-ce que j'aimerais faire avec toi plus tard, quelle musique j'aime écouter en ce moment, et le laisser en fait comme un objet à la personne, au futur papa ou à la future maman, pour ensuite qu'il y ait une trace du ressenti pendant l'attente et pendant l'accueil après de l'enfant et pendant la croissance. On s'est dit à ce moment-là qu'il y avait une frontière palpable entre l'intime et l'artistique, mais qu'il fallait l'appréhender justement de façon toujours artistique. Et voilà, il y a possibilité de façonner une chanson après, avec les écrits du carnet éventuellement. Il y a après différentes expériences. On peut concerner aussi le personnel soignant. Moi j'ai nommé une expérience justement à Pau, du GAM, donc Anne Lacassagne. Il y a un DVD qui s'appelle La Voix sensible. J'ai retrouvé le nom pour, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Donc c'est une collaboration entre justement une chef de chœur et le personnel soignant qui travaille sur des comptines pour accueillir des enfants. Donc il y a voilà, plein de choses à faire, et c'est très chouette. Et c'est une bonne nouvelle. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors maintenant, Laetitia et Isabelle vont nous faire de la synthèse sur l'atelier de la problématique de la mobilité des artistes et des spectacles sur le territoire. Bonjour à tous, donc je suis Laetitia Jean, responsable de l'action culturelle et de la programmation jeune public à Paloma, scène de musique actuelle à Nîmes.
Bonjour à tous, je suis Isabelle Garonne, je suis chargée de production et de diffusion et j'accompagne plusieurs propositions artistiques dans le jeune public, notamment des spectacles musicaux, mais toutes sortes de formes de spectacles jeune public. Donc, nous, on avait cette question vraiment très difficile de la mobilité des spectacles et comment peut-on faire circuler les artistes et les créations sur le territoire national. Donc c'est une question qui est très complexe et on n'a pas trouvé de solution miracle, je vous le dis tout de suite. Donc effectivement, on s'est dit que c'était assez compliqué pour les artistes et pour les créations d'être visibles par les programmateurs qui sont hors de sa région. Parce que évidemment que ça peut être compliqué si on a des représentations à Marseille et qu'on souhaite faire venir des programmateurs qui sont à Strasbourg. Donc il y a une question de mobilité qui est assez compliquée. Donc c'est vrai aussi avec les outils de production, quand on travaille on prépare une création d'un spectacle, on a du temps pour mobiliser des partenaires sur son territoire, pour aller rencontrer les lieux, discuter, se présenter, et que tout ce travail se fait lentement mais se fait sûrement et que ça crée tout de suite une synergie sur son propre territoire, mais quand il est question de sortir de son territoire, ça se complique. On s'est dit en fait aussi que ce qui était intéressant dans le spectacle jeune public, surtout pour les propositions musicales, c'est en fait, par sa forme, on va dire, pluridisciplinaire, les spectacles donc, musicaux jeunes publics peuvent vraiment s'adresser à différents réseaux. Donc on peut tabler sur des réseaux très différents parce qu'on va mélanger souvent le théâtre, la musique, le conte, la musique, le cirque, etc. Donc il y a ce côté pluridisciplinaire qui ouvre une grande porte à plein de réseaux. Mais à la fois, c'est une grande richesse et ça peut aussi être complexe parce qu'on a parfois du mal à trouver le bon réseau qui va correspondre au spectacle parce qu'on n'est pas assez théâtre, pas assez musique, pas assez ci. Donc c'est à la fois une richesse et puis à la fois, ça peut être une difficulté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit que aussi dans la mobilité, dans la circulation des œuvres, ce qui est souvent compliqué, enfin ça paraît vraiment un détail concret, mais c'est assez compliqué, c'est de faire venir des compagnies d'une autre région parce que, bon déjà ça fait un très mauvais bilan carbone et parce que les frais de transport coûtent très cher et que du coup, bon, l'idée c'est que plusieurs programmateurs puissent se regrouper autour d'une même création, mais que ça c'est vraiment par rapport aux impératifs de programmation de chacun, des conditions d'accueil, c'est pas toujours simple non plus. Donc voilà, ensuite on s'est dit que chaque territoire avait des spécificités, donc il y a des territoires qui sont plus dynamiques, il y a des territoires qui sont... Bon, il n'y a pas les mêmes aides, il n'y a pas les mêmes réseaux non plus qui fonctionnent sur les différents territoires et qui peut avoir une inégalité selon le territoire où la compagnie est ancrée. Enfin, en fait, c'était un peu toutes les freins et les difficultés qu'on rencontre dans la circulation des créations. Après, on a commencé à imaginer des solutions, en tout cas des petits outils, des idées pour faciliter tout ça. Et je passe la parole à Laetitia qui va vous expliquer. J'enchaîne. Alors, on a parlé de la question des festivals pour essayer de répondre à une partie de la problématique de la visibilité. On a parlé du Festival d'Avignon, qui effectivement était du coup une vitrine importante, mais en même temps d'une grande difficulté pour les artistes parce que ça met en péril souvent leur structure. C'est un grand engagement en termes de temps de travail, en termes de finances, etc. Donc c'est pas non plus une solution complètement appropriée, mais en tout cas ça existe. Il y a des compagnies qui font ce festival et qui sont repérées sur ce festival. On parlait aussi de pouvoir être programmé sur d'autres festivals jeunes publics, parce que les programmateurs se déplacent plus facilement justement quand ils vont un peu loin de chez eux. On va essayer de regrouper la vue de plusieurs spectacles, comme là du coup c'est le cas sur Babelino, on a la chance de voir plein de spectacles. Mais encore faut-il être programmé sur ces festivals-là, et donc à un moment il faut quand même être repéré et programmé. Donc c'est une petite étape, mais ça ne fait pas tout non plus.
On a parlé de l'entourage professionnel des artistes. Ça semble vraiment être une question primordiale. Et on aurait même tendance à dire que ce soit du jeune public ou pas, en fait, pour rentrer dans des logiques de tournée. Il y a l'idée de sortir de sa région, bien sûr, mais après, une fois qu'on sort de sa région, si c'est pour être diffusé une fois à l'autre bout de la France, on en revient à des problématiques qui sont pas bonnes en termes de coûts financiers, de bilan carbone, etc. Donc du coup, il faut être dans des logiques de tournée, mais pour être dans des logiques de tournée, c'est bien d'être bien entouré professionnellement. Et donc l'objectif de trouver des tourneurs, des boîtes de production, comme finalement tout type d'artistes aussi, ça nous rend plus visibles. Et puis il y a des gens compétents dont c'est le métier, et que l'artiste puisse se concentrer sur son projet artistique. Donc c'est vrai qu'après, il y a, quand on est sur des projets de développement, les salles, les lieux accompagnent des créations, aident des artistes à se développer, des artistes de leur territoire à se développer. Il faut d'autant plus sur le jeune public, avec la complexité, comme on disait, de cette pluridisciplinarité qui est riche, mais qui en même temps ouvre tellement de réseaux que c'est encore plus complexe de faire de la diffusion. C'est vraiment important, je pense, pour les lieux qui accompagnent, comme nous, Scène de musique actuelle, et tous les autres lieux qui peuvent accompagner les artistes de leur territoire, d'aller jusqu'à créer des réseaux pour l'artiste, lui faire rencontrer des producteurs, des tourneurs. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout de suite, mais je pense que ça fait partie de nos missions d'aller jusque-là, et pas d'être que sur la mise à disposition d'espace, d'un régisseur technique, etc., ce qui est déjà bien, mais il faut, je pense, aller jusqu'à ce niveau-là. En tout cas, faciliter la rencontre. Après, nous ne sommes pas tourneurs, donc c'est pas nous qui faisons les choix des groupes que nous allons faire tourner, mais c'est très très important, je pense, cet environnement professionnel pour aller au-delà sur le territoire. Ensuite, on a parlé de la transversalité des réseaux. Parce qu'en fait, les réseaux, alors il y a beaucoup de réseaux qui existent, disparates sur le territoire, des réseaux nationaux, mais souvent ce sont des réseaux par discipline artistique ou par type de lieu de diffusion. Donc là, on l'a déjà vu, le jeune public spectacle, jeune public musical, ça peut concerner plein de lieux de diffusion, plein de disciplines artistiques. Du coup, c'est important d'avoir des réseaux aussi qui sont sur des questions transversales. Donc là, la question transversale, ça serait le jeune public, l'adresse à quel public on s'adresse. Ce que le Ramdam, du coup, est en train de monter. Alors, comme on disait, c'est récent, mais je trouve petit à petit, il y a déjà beaucoup de boulot qui est fait, ça va continuer. Qui est sur cette question transversale, qui va permettre de créer des échanges autour de cette question-là, qu'on soit une scène de musique actuelle, un théâtre, une MJC, qu'on soit producteur, qu'on soit artiste, qu'on soit lieu de diffusion. C'est pareil, c'est en plus un endroit d'échange entre tous ces différents métiers, et pas seulement des lieux de diffusion sur tel esthétisme, telle discipline. Après, l'idée, c'est peut-être de rajouter à ce réseau des niveaux aussi par territoire, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui vont nous concerner au niveau national, et ça peut être bien d'avoir des listes de diffusion aussi par territoire, pour se dire, ok, sur tel territoire, en étant lieu de diffusion, comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qui nous intéresse pour l'année prochaine, quels sont les projets que nous allons accompagner, les projets d'action culturelle, les artistes en création, ce qu'on a envie de diffuser, etc., qui est des lieux et des espaces d'échange entre tous ces différents métiers, et aussi avec ces lieux de diffusion qui vont être au bout de la chaîne et accueillir les spectacles qui vont être vus par le public. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusque-là, c'est que les spectacles soient vus par le public. Ensuite, on a parlé bien sûr du dispositif Salmom, parce qu'en plus il faisait partie de de notre thématique. Comment le dispositif Salmom peut répondre à cette question-là. Je ne vais pas le représenter, on l'a présenté dans chaque atelier, dans chaque groupe. Donc le dispositif Salmom, dans son cahier des charges, demande qu'il y ait 3 lieux partenaires, 3 lieux qui peuvent accueillir des résidences et bien sûr des spectacles devant un public, autour d'une œuvre, d'une création d'artiste. 3 lieux sur 3 territoires différents. C'est l'objectif principal, c'est que ce soit sur 3 régions, ou en tout cas que ce ne soient pas des 3 lieux qui sont juste à côté l'un de l'autre. Donc c'est une première étape parce qu'effectivement l'artiste va aller travailler sur des territoires différents, va être diffusé devant un public sur des territoires différents, donc potentiellement être vu par des professionnels différents. Après, il faut qu'on arrive à passer cette étape-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que l'artiste aille une fois dans chaque région. C'est chouette, mais il faut que chaque lieu, finalement, alors là, il faut aussi que les lieux travaillent puis tous ensemble, pour que si on est partenaire d'un dispositif comme celui-ci, on va diffuser le spectacle, mais ça serait bien qu'on arrive à proposer d'autres dates autour de chez nous, le moment où l'artiste va venir chez nous. Parce que si c'est pour qu'il fasse une date en Bretagne, une date en PACA et une date à Strasbourg, il va quand même faire toute la France pour 3 dates.
Donc c'est important que, et sur les temps de résidence peut-être, dans ces différentes régions, que dès ce moment-là, des professionnels soient invités pour qu'au moment de la diffusion dans notre lieu, on soit plusieurs à le programmer. Parce que justement, on a quand même la chance dans le jeune public de ne pas être en concurrence, on n'est pas à mettre des conditions de ne joue pas à moins de 300 km de chez moi. On peut se permettre de programmer un spectacle à Marseille, Nîmes, Montpellier, Avignon, sur la même semaine. Les publics, voilà, moi, je vais pas, les familles vont pas venir de Marseille pour venir voir un concert à Paloma pour les enfants. Donc, nous pouvons programmer les mêmes spectacles. Donc, je pense qu'il y a cette question-là. Voilà, il faut aller, le dispositif Salmom, il nous donne bien la première étape. Il nous incite à nous investir dans la création jeune public musical. Il propose des territoires différents, mais je pense qu'il faut qu'on apporte encore plus pour que ce soit d'autant plus pertinent. Et je pense que c'est ce qu'on a échangé tous ensemble sur ces ateliers-là. Et donc pour conclure, on espère que petit à petit on arrive à créer de plus en plus d'espaces, de lieux d'échange entre lieux de diffusion sur un territoire, de casser un peu ces barrières, ces secteurs, de se dire voilà, moi je suis qu'en musique, moi je suis qu'en théâtre. On peut communiquer ensemble, même si on a des modes de fonctionnement très différents, des timings de programmation très différents aussi. Voilà, un théâtre fait pas sa programmation comme une scène de musique actuelle, comme une MJC. Et puis, pas de faire de hiérarchisation aussi entre les artistes et puis entre les lieux de diffusion. Une crèche n'est pas moins directrice de crèche qui va programmer un spectacle n'est pas moins importante qu'un programmateur d'un théâtre. Et donc je pense que voilà, il faut aussi qu'on arrive à casser toutes ces barrières. Est-ce qu'on nous dit des choses que toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers On avait parlé aussi du dispositif d'Avignon avec la SACEM, je sais pas si... Il y a aussi un nouvel appel à projet de la SACEM sur des résidences à Avignon. On l'a abordé. Donc une mise en lien entre les théâtres du festival Off et des artistes pour faire des accueils sur 2 périodes, des accueils en résidence. Et l'idée c'est que si ces théâtres accueillent des artistes en résidence, qu'il y a un lien pour une future programmation sur le festival. Voilà, c'est tout récent, donc c'est encore voilà, il faut voir comment tout ça se met en place. Mais il y a des petites choses qui commencent à émerger. Merci. Eh bien, en parlant de lieu d'échange, ces rencontres pro sont évidemment un lieu d'échange. Et comme on a voulu faire en sorte que vous puissiez, vous, les accaparer, vous en emparer, et ben, c'était l'objet du 3e atelier, dont Jean-Yves va faire la restitution seul, parce que David n'a pas pu rester avec nous, il était pris. Voilà, effectivement, on était 2 à accompagner cet atelier. Donc moi, je suis Jean-Yves Birkard, je travaille à la gare de Coustolet, qui est une petite scène de musique actuelle rurale près d'Avignon. Je m'occupe de la coordination artistique et de la programmation là-bas. Et j'ai été accompagné de David, qui travaille au PAM, qui est le pôle des acteurs de la filière musicale en région PACA. On a essayé, donc le thème c'était Imaginer les rencontres professionnelles Babel Minot 2021. On a essayé de faire des propositions assez concrètes et puis aussi on s'est permis quelques retours sur l'existant. Notamment, on a un peu discuté du format de 40 minutes, ce truc un peu timé qu'on a tous vécu ce matin. Là. Voilà, c'est un peu plus tard dans ma présentation, je reviendrai un petit peu là-dessus. Une des premières propositions qui a été lancée, c'est d'avoir des temps de retour d'expérience des projets qui bénéficient de dispositifs de type soutien de la SACEM ou qui bénéficient d'un focus avec le réseau Ramdam. Voilà, de pouvoir inviter, une fois que des projets ont été un peu soutenus dans leur développement, à venir rendre compte de en quoi ça leur a servi, à la fois pour pouvoir évaluer ces dispositifs et que les institutions puissent moduler un peu ça, mais aussi pour mettre en réseau ces acteurs et créer une espèce de cercle vertueux de projets qui ont été accompagnés et qui peuvent du coup peut-être en accompagner d'autres. On s'est dit qu'il était important dans les rencontres pro de ne pas négliger les temps informels, que sont les pauses café et les autres moments de pause. On note que cette année, il y a une proposition d'avoir des showcases en fin de journée, justement pour permettre ça. L'idée, c'est que voilà, on passe la journée à gamberger, enfin dans nos têtes, et là, on est un peu plus détendu dans ces moments de pause. Et puis aussi, souvent dans les tables rondes, on a envie de dire beaucoup de choses.
et on n'a pas vraiment le temps de tisser des liens avec des gens voilà, qu'on a juste à côté de nous. On a aussi discuté de la nécessité d'avoir des temps de travail, enfin des temps réflexifs, mais sur des éléments plus concrets, des situations concrètes. J'ai vu que tout à l'heure, en troisième temps de votre atelier, vous avez travaillé sur un cas pratique. C'est ressorti un peu ce matin aussi, cette nécessité d'aborder des cas pratiques. Parmi les thèmes qui ont été listés, j'en cite quelques-uns, mais j'en oublie. Hein. On a parlé de la gestion sonore auprès du jeune public, qui pourrait être un thème assez précis à aborder. Les modalités d'accueil du tout jeune public. La question de la formation, par exemple, comment former des artistes à l'adresse jeune public. On a aussi évoqué la question des droits culturels, comment notre secteur professionnel se situe dans cette question des droits culturels et comment dans nos programmations, dans le développement de nos projets, on trouve une place pour les droits culturels. Sur le choix des thématiques, c'est voilà, qu'est-ce qu'on décide de mettre en travail, comment on peut utiliser aussi la diversité des acteurs qui sont en présence, puisque la richesse des rencontres de Babel Minot, c'est notamment de se faire se rencontrer des artistes, des gens du monde de l'enseignement, des productions, des jeux, etc. Comment aussi, un des points importants, c'était comment ne pas repartir à zéro. Alors, un monsieur qui fréquente les rencontres pro depuis longtemps nous a dit que c'est le sujet à chaque rencontre pro, c'est qu'on repart à chaque fois à zéro, et ça c'est un truc qui est récurrent. Comment on peut essayer d'accumuler la connaissance, d'avoir une base de données peut-être sur Internet, et là on a lancé la piste que le réseau Ramdam s'empare de ça, on a appris par Elodie que c'était en chantier, en réflexion en tout cas, qu'il puisse y avoir une documentation des rencontres pro et qu'on puisse suivre et arriver à une rencontre pro en ayant lu ce qui s'est dit à la précédente rencontre pro. Ça nous semblait intéressant pour éviter de repartir sur des questions à un même niveau. Ce qui va de pair avec cet élément, c'est aussi la nécessité d'envoyer les synthèses des ateliers aux participants, éventuellement d'en faire des enregistrements audio, des tables rondes ou des conférences qui puissent être mises à disposition sur les réseaux. La question de la prise de notes en direct, on s'est dit que si on avait des outils de prise de notes dactylo en direct qui éventuellement étaient sur des pads sur le web, même les contributeurs et les participants des ateliers pourraient en direct rajouter des petites infos, des petites notes documentaires, et on servirait un peu mieux des outils numériques pour faire de l'intelligence collective. Justement, sur l'implication des participants, on s'est aussi dit qu'ils pourraient être mieux associés au choix des thématiques en amont. Pourquoi pas faire un questionnaire en ligne pour suggérer des thématiques ou en tout cas recueillir des positionnements de participants sur telle thématique qui a l'air plus intéressante qu'un autre. Ou alors carrément constituer un groupe de travail, hein, peut-être avec des gens qui se mobiliseraient et qui diraient moi ça m'intéresse pour l'année prochaine de participer à l'élaboration des rencontres pro. Alors peut-être tu pourras expliquer un peu tout à l'heure qui a les manettes sur ces rencontres pro, voilà, parce que j'ai pas été très clair. Donc a priori, si j'ai bien compris, il y a le Ramdam et le Kim qui œuvrent pour coordonner ça. On a parlé aussi de la nécessité d'entretenir la relation à distance entre deux rencontres pro. C'est pas que pour Babel Minot, mais c'est pour toutes les rencontres pro qui ont lieu nationalement. Le réseau Ramdam va programmer une vingtaine de rencontres pro dans l'année. Mais comment, entre ces rencontres, on reste en contact? Et là revient la question de l'outil Internet, avec accès à des comptes rendus, avec peut-être un annuaire qui permettrait en amont des rencontres de regarder l'annuaire des participants et de se dire tiens, il y a un tel qui est là-bas, je vais peut-être le contacter en amont de la rencontre. Voilà. On a aussi parlé, comme vous Laetitia, de la rencontre des réseaux, que le jeune public était un croisement des réseaux, et du coup il y avait peut-être la nécessité d'une meilleure lisibilité de tous les réseaux qui sont en jeu. Moi je sais que j'ai appris des noms de réseaux ce matin que je ne connaissais pas. Voilà, bon, je suis un spécialiste du jeune public, donc c'est pour ça, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas que des professionnels du jeune public, il y a aussi des professionnels du spectacle vivant plus largement, et voilà, du coup, comment on fait se croiser tout ça. A été exprimé aussi le souhait de devoir inviter des personnes ressources pour nous aider dans notre travail réflexif des rencontres pro. C'est bien d'être d'égal à égal autour des tables rondes pour réfléchir tous ensemble, mais on serait parfois bien éclairé d'avoir un intervenant spécialiste qui pourrait pourquoi pas faire une première présentation en plénière avant l'atelier
et qui ensuite découlerait sur un atelier dans lequel la personne ressource pourrait être modératrice et du coup nous aider à aller peut-être un peu plus vite sur la réflexion sur certains sujets. Là, par exemple, j'ai noté que chez Enfance et Musique, il y avait des gens ressources sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Parmi les choses qui fonctionnent bien et qu'il faudrait conserver dans les rencontres pro, il y a les présentations de projets comme on va avoir droit cet après-midi par le biais d'Am. On a noté qu'il était dommage que dans cette journée, puisque aujourd'hui c'est un peu la journée des ateliers, que dans cette journée il n'y ait pas, comme l'an dernier il me semble, la présentation des dispositifs. Ça permettait à la fois de participer aux ateliers et d'avoir une présentation des dispositifs des sociétés civiles. Et là je crois que c'est dans une autre journée, si j'ai bien suivi. Voilà. C'est demain. Et du coup, il y a quelqu'un qui disait « Ouais, mais bon, du coup, si on vient que sur la journée des ateliers, on n'a pas ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. » J'ai noté aussi quelqu'un qui disait un truc intéressant, un peu à l'exemple, je crois que c'est dans Belle Saison qu'il y a eu cette expérience, d'assister entre professionnels à un spectacle et d'ensuite partager un temps de médiation autour de ce spectacle entre professionnels pour justement parler aussi de médiation et de notre cœur de métier, puisque finalement on fait beaucoup de théorique, mais là ce serait intéressant de le faire autour d'un sujet artistique concret. Voilà. On a pas mal parlé dans les trois groupes des speed meetings, qui serait une solution pour permettre des rencontres de 1 à 1, soit pour partager de l'expertise sur un projet, soit pour rechercher des partenaires, ou alors beaucoup plus concrètement pour chercher des dates de diffusion. D'essayer d'imaginer une organisation, alors plus ou moins formelle, les avis étaient un peu divergents, mais soit un truc très cadré, c'est un quart d'heure par personne, soit c'est plutôt une salle qui est disponible pour du speed meeting, mais qui est fait de manière un peu plus autonome, en mode liberté. Voilà, on sait qu'on a un endroit pour se réunir et pour discuter de 1 à 1 dans ces 3 journées de rencontres. Ça va, je suis pas trop long. Ça va être resté. Je vais essayer de ne pas redire ce qui a déjà été dit dans les autres tables. Oui, on s'est dit que sur la diversité des participants, c'était une des choses qui était importante et qui n'est pas très constante, j'ai l'impression, dans les ateliers d'année en année. La nécessité d'avoir à la table avec nous des gens qui sont du milieu de l'enseignement, qui sont des institutions, qui sont des politiques, qu'on ne se retrouve pas que dans un entre-soi où on travaille entre nous, mais qu'on travaille aussi avec des intervenants avec qui justement les spectacles jeunes publics se diffusent. J'ai noté aussi l'idée peut-être de thématiser une rencontre, alors soit un atelier, soit peut-être carrément une journée, qui sait, sur la question de comment se rencontre justement le monde de l'artiste et le monde de l'enseignement. Et que là, peut-être, quand on regarde le programme et qu'on est enseignant, on se dit pas forcément qu'on a sa place, alors que si vraiment il y avait un focus sur ce thème-là, comment on fait communication entre le monde artistique et le monde de l'enseignement, peut-être qu'on arriverait à les mobiliser un peu plus. Voilà. Pour finir, donc on a parlé de ce format très court de 40 minutes, je suis désolé, je vais devoir vous faire part de ça. On est plutôt assez d'accord de se dire que ça produit des choses, puisqu'on est dans l'urgence de devoir sortir quelque chose au bout de 40 minutes, donc pour ça c'est intéressant. Mais il pourrait peut-être être amélioré par un deuxième temps de travail qui irait plus loin. Une fois qu'on a dégagé un premier niveau de réflexion, on pourrait repartir dans un deuxième atelier où on creuserait une des choses qui est sortie du premier tour de 40 minutes. Ce qui est intéressant dans le tour de 40 minutes un peu express, c'est aussi que c'est la diversité des gens présents. Donc on est un peu poussé à réfléchir à la place de l'autre, à composer avec l'autre, à aller un peu à l'essentiel. Que du coup, vu que c'est très court, ce serait intéressant d'avoir en amont bien une explication du processus, que là, c'était pas très très clair pour tous les participants, que ça allait se dérouler comme ça, etc. Donc ça, peut-être avoir un peu de pédagogie sur le fait que, voilà, on est dans ce mode de pensée-là, et peut-être envoyer des outils en amont, peut-être des documents, peut-être que les modérateurs pourraient envoyer de la doc en amont pour qu'on soit vraiment à l'œuvre dans ces 40 minutes. Voilà.
j'essaie de faire court. On nous a proposé aussi, bien sûr, que dans ce format-là, si on était accompagné de gens qui avaient la méthodologie pour être efficace dans ces formats, on serait beaucoup plus efficace. On a parlé par exemple du forum ouvert, le forum ouvert qui permettrait de faire un consensus sur une thématique en grand groupe, puis ensuite partir en petite table pour traiter d'un sujet qui aurait émergé. On a parlé d'intelligence collective, de méthode agile. Voilà, il y a des personnes qui sont spécialisées dans cette intelligence-là. Du coup, peut-être qu'ils seraient mieux placés que moi pour animer un atelier. Voilà. Et puis pour finir, je finis sur les droits culturels. Donc on a parlé à plusieurs reprises de ça ce matin. Et c'est comment dans nos rencontres pro, jusque dans nos rencontres pro, parce que les droits culturels, c'est pas que dans nos programmations, dans nos lieux, c'est comment aussi dans notre façon de travailler, on laisse une place aux gens qui bénéficient de nos actions. Et donc, est-ce qu'il y a une place pour les parents, est-ce qu'il y a une place pour les enfants, dans ces 3 journées professionnelles, entre professionnels, voilà, qu'est-ce qu'on fait des droits culturels ? Merci. Ben, je suis bien content d'avoir inscrit cette thématique au programme parce que je vois que c'est bien riche et que vous nous donnez de la matière et que ça nous permet d'avancer. Alors du coup, j'ai noté quelques petits trucs qui me permettent de rebondir sur le retour des différents dispositifs, notamment de la SACEM. Nous avons Iman avec nous qui fera donc demain de 16h à 17h le bilan de la première année Salmon, mais qui présentera les différents dispositifs. Donc demain, 16h, de 16h à 17h. Sur la restitution, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et du coup, maintenant, on te filme en direct, comme ça, on pourra vous diffuser la vidéo, vous aurez du contenu. J'ai noté sur les dispositifs de financement, alors c'est une thématique qu'on avait fait l'an dernier et on s'est posé la question de la redondance, de la reformuler. Mais, là, on m'a dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là chaque année au rencontre. Alors, déjà, premièrement, et que les dispositifs évoluent aussi chaque année. Alors ça pose la question de on refait toujours la même chose. C'est la complexité que si on n'a pas le même groupe, on a du mal d'avoir une progression. Mais voilà. S'il y a une documentation. Ouais. Et puis cette année, on avait sollicité Madame Marinopoulos pour venir avec nous et vu son métier, son emploi du temps, c'est vrai que ça n'a pas été franchement possible. Donc on s'était aussi tourné vers Enfance et Musique. Ils n'étaient pas disponibles cette année, mais on convient qu'il y a une grosse convergence de nos travaux et donc on va travailler sur un partenariat sur les années suivantes. C'est des choses qui sont ouvertes avec Marc Caillard. Donc voilà, j'ai noté plein de choses, c'était très riche, je suis bien content d'avoir vos retours. Voilà, comme c'était la thématique de cet atelier, ça vous appartient, donc on va faire en sorte de pouvoir les amener là où elles seraient le plus efficaces pour vous. Voilà. Donc merci pour ces synthèses, on a de la matière, on va pouvoir bosser. On s'est aperçu qu'en fait, il fallait quasiment, pour avoir des experts sur les thématiques, il faudrait les solliciter maintenant pour les avoir l'an prochain à la même date, et du coup de penser 2 années d'avance. Mais on va y arriver petit à petit, on avance. Alors, pour avoir une espèce de synthèse globale de tout ce qui a pu se dire sur cette matinée, je vous propose d'accueillir notre ami Tolten, qui va nous proposer un croquis sonore de tout ce qu'il a pu collecter ce matin sur les 3 ateliers qu'il a suivis. Donc, du coup, Alors, pardon, je remets mes notes dans l'ordre. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Tolten et je viens faire une tentative de restitution des 3 ateliers sous forme de croquis sonores. Ça veut dire que je viens de dire des conneries, reprendre de manière peu pertinente les propres propos de ce que vous avez dit, tenter une pertinente impertinence. Moi, j'ai ni producteur, ni réseau, ni résa, ni contact, peu de tact, mais je suis con parfois. J'ai pas d'idée, je suis pas aidé, un peu handicapé, né dyslexique, métis et métèque, mes textes sont tout ce que j'ai. Enfin,
Parfois, je crois jouer avec les mots, mais ce sont eux qui se jouent de moi, finalement. Moi, je suis timide, j'ai les joues rouges, la mémoire d'un poisson. Mes mots sont pas du poison, c'est une potion, c'est ma passion, c'est ma came, la canne de mon âme, mon arme, face à l'insupportable cruauté du monde. Donc, je suis passé dans les 3 ateliers. Hein, et je me suis attelé à ne pas être étroit. Les 3, c'était 1, l'art et l'amertume, 2, les citrobiotiques, et 3, la bouillabaisse marseillaise et les enjeux de la corruption dans la malnutrition culturelle. Alors évidemment, je dis des conneries, les ateliers, je les ai faits à l'envers et envers et contre toute attente. Je voulais dire que Mehdi, le directeur de Nomade Café, ne veut pas prendre la parole car à Babel Mino, on ne médite pas. Hein. Alors Mehdi me dit qu'il ne médite pas, mais dites-moi pas que Mehdi médit. Hein. Donc je vais tenter de transmettre quelques idées sur ce qui s'est dit sans vous noyer, sachant que Cyril m'a transmis cette information affolante. À Marseille, 1 minot sur 2 ne sait pas nager. Mais que font les pouvoirs publics ? Rien. Voilà, alors Cyril a commencé par remercier l'ami, mais en fait on ne sait toujours pas qui est son pote. Alors, j'ai commencé par l'atelier 3, donc Babel Mino 2021, animé par David et Jean-Yves. Donc la moitié des inscrits, on s'est rendu compte, ne sont pas venus, et on constate donc une perte sur les inscrits due sans doute au coronavirus. Alors finalement, normalement, il y a environ 2% des gens contaminés qui meurent, donc ça veut dire qu'il y a des gens vivants qui ne sont pas venus, d'où la fameuse maxime, hein, y être ou ne pas y être, telle est la question. Alors, on a commencé par une grande concertation sur le temps qu'il faut pour faire une liste au Père Noël. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour Babel Mino 2021 ? Dans le type des chiffres et des lettres au Père Noël. Des lettres pour l'avoir, parce qu'avoir et être, c'est important. Donc, Babel Mino 2021, alors des spectacles. Alors finalement on a fait une grande concertation, hein, puis on est revenus tous d'accord. Donc ça serait des spectacles avec mon beau-frère principalement. Donc lui il bosse dans le bâtiment, mais on pourrait changer un peu le nom du festival. Hein, ça serait Bâtiment Mino 2021. Alors on proposerait aux enfants de bosser dans le bâtiment, hein, et du coup on pourrait construire la cité des minots. Alors une main-d'œuvre gratuite, plus des subventions, moi je pense qu'économiquement ça serait rentable, parce que c'est bien l'objectif évidemment, hein, ainsi on pourra faire un festival avec une longévité aussi importante que notre cher Vladimir Poutine. Alors, donc finalement il y a eu un petit relevé de copies, hein, et au moment de relever les copies, certains ont eu 0. Voilà, copie blanche. Alors je n'ai pas donné de nom, mais je les ai, évidemment. Parmi les propositions, il y avait une idée d'état des lieux, d'avoir des retours sur l'expérience des pros qui ont participé. Une mise en réseau des projets accompagnés. Une autre proposition, c'était faire plus de pauses café. Ou sinon des speed dating, hein, pour se trouver des partenaires. Car mieux vaut être seul que mal accompagné. Bon, il faudra organiser un bordel, mais attention, bordel dans le sens d'un Bronx. Hein. Alors... Ou alors il faudrait renommer le showcase apéro. Donc on pourrait mettre de petites tables pour rencontrer les gens et dire aux gens, vous êtes libres d'être spontanés. Sur les rencontres pro, qu'est-ce qu'on met au travail ? Qu'est-ce qu'on fait comme trouvaille ? Comment ne pas recommencer chaque année la même chose ? Sorte de mythe de Sisyphe, comme un mythe décisif, incisif des dispositifs sans couper les tifs en 4. Quels sont les nœuds, les bonnes pratiques ? Qu'est-ce qu'on repère ? Qu'est-ce qu'on récupère ? Comment on opère ? Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on altère ? Comment on rencontre ses alter-ego ? Comment on renforce les dispositifs ? Comment on les muscle, hein, avec des haltères évidemment. Souvent on retrouve les mêmes choses, par exemple les problèmes financiers, mais heureusement cette année il y a eu un autre problème, hein, le coronavirus. Voilà, alors une idée serait de restituer ce qui s'est fait l'année d'avant. Alors est-ce qu'il y aurait des moyens de faire une banque de données pour tracer la route, une sorte de banqueroute ? Faudrait-il inviter les parents, des spectateurs, des institutions, des gens qui bossent en crèche, ouvrir les rencontres pro aux non-pro, hein, donc faire des rencontres prof-non-prof finalement. On pourrait faire témoigner artistes et enseignants. En fait, se laisser enseigner par les profs pour éviter de coaguler enseignants. Deuxième atelier. Alors c'était sur le rapport Sophie Marinopoulos. Donc c'était animé par Églantine et Eric du réseau Ramdam. Vous savez, Eric, c'est Eric de Eric et Ramdam. Voilà. Alors, dans le rapport, il parlait que l'éveil est un préambule à l'éducation. Hein. Il y a aussi la question du triple A. Attendre, accueillir, accompagner et anarchie. Voilà. Alors, la culture est une notion de santé publique. Elle est une aide pour le développement de l'enfant. C'est en lien qui crée l'enfant. Ainsi, l'enfant peut s'attacher. La culture, ce rapport met en évidence aussi que la culture de l'écran, ça met les gens à cran, sauf le cinéma. Sophie Marinopoulos
prône un droit à la santé culturelle, comme soutien à la parentalité pour pallier aux effets de la malnutrition culturelle. Donc en fait, il faut de la culture bio, en fait de la culture du beau. Il y a des possibilités. Il ne faut pas être pessimiste. Alors, Sophie Nananapoulos, enfin on va l'appeler Sophie, propose de la culture hors des murs, mais pas hors sol. Par exemple, des lectures à voix haute dans les salles d'attente de PMI, pour que les salles d'attente deviennent des salles détente. Un constat posé par Leïla. Les moins de 3 ans sont absents des théâtres. Comment trouver des solutions? Alors les toilettes sont inadaptées, il n'y a pas de table allongée, il faudrait donc des espaces sur scène pour longer les enfants, pour enfin les mettre en lumière. Eric proposait un garage à poussettes, ce qu'on pourrait nommer le petit poussette. Les spectateurs pour enfants ont souvent une scénographie adaptée, les spectacles, mais ils pensent rarement aux toilettes sur la scénographie. Voilà. Donc il faudrait des tables allongées quand l'ange est l'enfant. On a débattu sur cette question. Alors, est-ce que c'est les parents qui amènent les enfants voir des spectacles ou est-ce que c'est les enfants qui amènent les parents voir un spectacle? Comment créer sans crier? C'est crier que l'on pourrait bosser en réseau pour ne pas programmer 2 spectacles jeunes publics le même soir. Pascal, quand elle voit arriver Gilbert, lui dit « On parle de toi, enfin moi je parle de toi, et moi je parle de mon émoi avec mes mots à moi, mais sans des mots, mes maudits sont bénis. » Est-ce que, j'avoue, de vous à moi, c'est que les gens qui bossent ensemble réfléchissent et pensent sur les questions culturelles, et je trouve ça beau. Parce que les gosses, c'est essentiel pour que les gosses soient pas essentiels, justement. Car demain, les gamins qui seront le monde, et si demain, mains et mains, gamins se donnent la main pour la culture, alors on aura tout gagné. Et maintenant, le premier atelier, la circulation des spectacles artistiques et des créations publiques, qui était animé par Isabelle et Laetitia. Alors pour commencer, on a fait un point d'étape. On parle du dispositif Salgos. Salmon. Dispositif Salmon, c'est comme le salmon. Il faut remonter la rivière des salles de diffusion pour aller pondre des petits œufs. Il faut donc 3 lieux sur 3 territoires différents pour 3 phases de résidence et 3 représentations dans 3 régions différentes, si possible 3 religions, avec 3 comme ville évidemment, et au moins un cheval. Alors, lors des autres étapes de travail, il y avait différents problèmes artistiques qui se sont posés, par exemple la visibilité hors de sa région. Laetitia nous dit que dans le Gard, la SMAC a du mal à discuter avec d'autres salles de concert parce qu'ils sont seuls. Et oui, Nîmes et sa politique culturelle. Plus de 15 ans pour la construction d'une SMAC, une seule année pour construire un centre de rétention pour migrants. Alors Isabelle nous dit que plus on arrive à cibler un type de salle, plus son spectacle fonctionne. Et moi je vous propose de créer des spectacles pour enfants et adultes dans les centres de rétention. On pourrait faire ça et ça s'appellerait Babel Migrant. Alors concrètement, Magali nous dit que le problème c'est aussi les frais de déplacement des artistes lorsqu'ils viennent de loin. Certains programmateurs préfèrent les captations intégrales, d'autres les teasers. Et c'est du temps. Dis-leur quelle heure, quelle heure on trouve la petite pépite là où se loge l'or, quand l'or loge de l'horloge, comme l'heure. Finalement, on a parlé de chaînon manquant, question d'évolution, mais pas une solution en soliloque, domaine cloisonné, musique, danse, théâtre. Certains pensent que le spectacle jeune public, c'est pas du travail, alors que pour Gilbert, c'est plus de travail justement. Est-ce que le fait que les directeurs de salles soient en majorité des mâles blancs hétérosexuels est un handicap pour faire du spectacle pour enfants? Alors pas forcément, s'il n'est pas inculte, homophobe, raciste et sexiste. Plus les enfants sont jeunes, plus il y a besoin d'adultes pour les accompagner. Alors y a-t-il une différence entre expérience sensitive, initiation culturelle ou spectacle? La question se pose pour les clowns à l'hôpital. Par exemple, on a bien vu, c'est important quand il y a un clown à l'hôpital et quand un enfant doit faire un malaise, le médecin doit attendre que le spectacle se termine avant d'intervenir. Ça, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, beaucoup de gosses meurent et c'est pour ça qu'il y a cette notion de clown tueur. Alors, la musique contemporaine dans une crèche, c'est bien parce que souvent, les jeunes sont contemporains. C'est dû à l'élan vital de l'enfance avant que naisse l'amertume, car la mère tue l'âme de l'enfance. De la musique contemporaine en crèche, c'est possible lorsqu'il y a une volonté politique. C'est ça quand les politiques ne sont pas des petits tiques, vous savez, ces petits parasites qui sucent le sang avant qu'ils passent faire des petits procès. Alors, il n'y a pas eu de pause, et certains pensaient qu'à Marseille, c'était cool, mais en fait non, à Marseille, ça bosse aussi. Merci. Waouh, il y a de la matière pour 10 ans là aussi. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, on peut dire que tu es
pleinement à ta place ici sur cette journée, parce que tu travailles à l'année avec des enfants en IME, et tu as participé à une compile avec Iraka, qui nous présentera son spectacle il y a une dizaine d'années, une compile au slam. Merci Tolten. Alors pour la suite du programme, nous allons passer à l'appel à projet. Donc pendant que la compagnie Girouette vient s'installer, pendant que la compagnie Girouette vient s'installer, vous pouvez boire un petit café. Et ensuite Émilie nous rappellera le contexte de l'appel à projet Ramdam.